Les fibromes que j'avais à l'époque étaient placés dans ma cavité utérine, c'est-à-dire dans mon utérus, et il y avait d'autres qui étaient à l'extérieur. Je me suis mariée, j'avais 26 ans. À un moment donné, on a voulu avoir des enfants. À l'époque, j'avais 28 ans, je rentrais dans ma 29e année. Et elle me dit, vous avez une réserve ovarienne très très faible. Elle m'a dit clairement, vous ne pouvez pas avoir d'enfants naturellement. Il y avait des personnes peut-être qui s'inquiétaient pour nous. Comme j'ai étudié, souvent on me disait, vous les longs crayons là, au lieu de prendre votre temps d'étudier, il faut nous faire des enfants, voilà, des choses comme ça, parce qu'on se dit que vous êtes mariés, donc votre mariage n'est pas valable tant que vous n'avez pas d'enfants. Quand on est une jeune femme, on rêve de se marier. On se dit, une fois mariée, on va vivre la lune de miel constante, la vie sera extrêmement belle. L'histoire de Nadine Aïvi aujourd'hui nous prouve le contraire. Lorsque Nadine s'est mariée, tout était beau, tout était calme. Nadine rêvait d'une grande famille avec beaucoup d'enfants. Mais Dieu avait réservé un parcours spécial pour elle. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Héros par la foi, Nadine, qui est là. Oui. Comment vas-tu, Nadine? Bonjour, mais je vais très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci d'être là. Merci beaucoup de me permettre de partager mon histoire et aider un couple ou bien une femme qui est en souffrance aujourd'hui. Super. Alors Nadine, tu as un parcours extraordinaire. Jusqu'à présent, je ne me remets pas de ton histoire que tu vas raconter à nos auditeurs. Déjà Nadine, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu vis? Dis-nous plus sur ta personne. Donc, je m'appelle Nadine Aïvi Nouniava. Je vis actuellement en France. Je suis juriste en droit public. Je travaille dans une grande administration en France. Et aussi, je suis auteure. Et j'accompagne aussi les femmes en désir d'enfant. Et entre autres aussi, je fais aussi des conférences où je partage... J'encourage et je partage aussi mon sujet lié à l'infertilité dans le couple. Super, parlons d'infertilité. Alors Nadine, lorsque tu te maries avec ton mari, tu es très heureuse, belle dame, beau monsieur, vous avez des rêves, vous voulez avoir une famille, avoir des enfants que vous accompagnez à l'école tous les matins et à qui tu fais le souper aussi. Mais l'histoire s'est passée différemment. Raconte-nous ton histoire. Je me suis mariée, j'avais 26 ans. Okay. Et mon mari et moi, on s'est remis parce qu'à un moment donné, on était un peu séparés géographiquement. Mon mari est venu me rejoindre peu de temps après. Et à un moment donné, on a voulu avoir des enfants. Mais les choses ne sont pas passées comme on l'avait imaginé. Bon, dans un premier temps, moi, j'avais des problèmes liés par exemple, à mon cycle. En tant que femme, j'avais... Depuis ton adolescence, oui, c'est ça. Okay. Et j'avais des menstruations qui étaient assez longues, très longues. Et souvent, quand j'étais étudiante, j'avais vu beaucoup de médecins qui m'avaient dit que non, c'était normal. Il y avait aussi la douleur, j'avais des règles douloureuses. Mais à un moment donné, ça m'empêchait. C'est-à-dire que ça m'empêchait, par exemple, d'avoir une vie sociale normale. Donc, quand par exemple, je devais aller au travail, quand j'avais des règles, je pouvais pas, j'étais tout le temps anémiée, je ne pouvais pas me déplacer. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais aller voir mon médecin généraliste. Et ce jour-là, c'était en 2016, et il me dit, au fait, vous avez des fibromes, est-ce que vous savez? Je dis, ah bon, des fibromes, de quoi vous me parlez? Et il m'a touchée, il a dit non, vous avez vraiment des fibromes, il faut vraiment que vous allez, votre gynécologue vous l'a jamais dit. Je dis, j'ai vu tellement de gynécologues qui m'ont dit que tout était normal. Et c'est à partir de là que mon parcours va commencer. Là, tu étais déjà mariée ou pas? J'étais déjà mariée. Okay. En 2016, je suis mariée en 2012. D'accord. Et c'est 4 ans après qu'on me découvre que j'ai des fibromes. Ok. Oui. Et là, mon médecin généraliste me recommande à un de ses collègues, de confrères gynécologues qui est spécialisé dans ce domaine, pour voir vraiment comment les tailles des fibromes étaient, tout ça. Et donc, je rentre dans le parcours, je vais voir le médecin me dit « Ah,
Ben, vous en avez beaucoup, hein, madame. On ne vous a jamais dit. Je dis, j'ai toujours eu des règles assez hémorragiques, mais on m'a dit que c'était normal. Et là, il me dit, si vous avez un désir d'enfant, il faudrait qu'on vous opère. C'est-à-dire, il faut qu'on vous retire les fibromes, parce que les fibromes que j'avais à l'époque étaient placés dans ma cavité utérine, c'est-à-dire dans mon utérus, et il y avait d'autres qui étaient à l'extérieur. Donc, ceux qui étaient à l'intérieur de mon utérus avaient vraiment un impact, par exemple, si je devais avoir un enfant. Et là, bon, ben, on s'est dit, mon mari, moi, si c'était la solution pour avoir nos enfants, ben, il fallait me faire opérer. Donc, je me suis fait opérer. Très bien. Et ça s'est passé comment, l'opération? Ça s'est bien passé parce que du coup, j'avais eu 2 avis médicaux pour être sûre que je faisais le bon choix. Et on a fait l'opération. On nous a dit, bon, 6 mois après, vous pouvez commencer vos tentatives pour tomber enceinte. Okay. D'accord? Donc, on a attendu 6 mois pour que, par exemple, la cicatrisation de mon utérus soit faite. Et 6 mois, bon, mon mari et moi, on dit, bon, on se lance. Voilà. On lance le travail. On se lance pour avoir des enfants, tout ça. 6 mois après, toujours rien. Ok. Et là, comme on a déjà eu, 4 ans après, il y a déjà des antécédents, j'ai dit, là, moi, je ne vais plus perdre du temps, il faut voir vraiment ce qui se passe. Ok. Et heureusement, j'en avais un jour, je parlais banalement de ce sujet à une de mes collègues qui était ma chef de service, parce que à un moment donné, je ne me sentais pas bien, quoi. Et elle me dit, je ne savais pas que tu vivais ça, moi aussi je suis passée par là. Et là, elle me recommande un de ses médecins qui est spécialisé dans l'accompagnement, dans la fertilité. Donc, je suis allée dans le centre de fertilité. Et là, on fait les examens, mon mari et moi. On revient quelques semaines après. Et là, le médecin nous dit, mais madame, c'est catastrophique vos résultats. En fait, à l'époque, j'avais 28 ans, je rentrais dans ma 29e année. Et elle me dit, vous avez une réserve ovarienne très très faible. C'est-à-dire que j'étais en préménopause. Waouh, à 28 ans. Voilà. Et en plus, j'avais une de mes trompes qui était bouchée. Oh là là. Donc, pour mon médecin, le tableau était très noir, quoi. Et moi aussi, mon mari, on était en décomposition parce que on venait juste de passer par une autre... je venais juste de me faire opérer. Et pour moi, c'était... Voilà, il n'y avait plus... Est-ce que c'est ce médecin qui t'avait dit qu'il est impossible pour toi d'enfanter? Oui, elle m'a dit clairement, vous ne pouvez pas avoir d'enfant naturellement. Wow. La seule option que vous avez et qu'on ne doit pas perdre du temps, c'est directement la fécondation in vitro parce que déjà, on ne peut pas faire... Enfin, il y a plusieurs types de protocoles, mais celui-ci était le plus adapté à notre situation. Ok. Et là, c'est la douche froide. On sort de là avec une longue liste de médicaments, d'hormones, des prescriptions à prendre. C'était dur. Donc, avant qu'on entre dans ça, je voudrais savoir quel était l'état d'esprit, quelles étaient les conversations déjà à la maison et au niveau de la famille. Parce que, étant afrodescendants, nous savons que les familles, quand tu te maries, 3 mois après, on commence à guetter ton ventre. 9 mois après, on demande où est le bébé. Donc, comment est-ce que tu vivais la situation avec ton époux et comment est-ce que tu vivais la situation avec tes familles, ta famille et la famille de ton époux? Avec mon mari, vraiment, cette situation a encore consolidé notre union parce que on était, en fait, on s'est mis d'accord, en fait, par rapport à comment on doit gérer notre environnement, l'entourage, parce que on avait beaucoup de réflexions. On avait beaucoup de réflexions. Entre parenthèses, est-ce que ton mari savait que tu avais des problèmes avant de t'épouser? Non. Il ne savait pas et moi non plus, je n'étais pas au courant. Ok, tout ce que tu savais, c'est que tu avais souvent des règles abondantes, irrégulières. Voilà. Mais pour moi, ce n'était pas... parce que comme on nous a toujours... Souvent, quand on est une jeune femme, on ne nous explique pas un peu comment notre cycle fonctionne. Et on a toujours cette mentalité aussi que c'est normal qu'une femme ait mal pendant ses règles, en fait. Oui. Et du coup,
Donc, mon mari et moi, on s'est mis d'accord, voilà, parce que lui aussi, il avait des réflexions de son côté, et moi aussi, j'avais des réflexions de mon côté. Et on se trouvait, c'est-à-dire on a créé un cocon pour essayer de ne pas être très impacté par des propos qu'on pouvait avoir. Par exemple, j'ai mon frère, par exemple, qui a eu un enfant avant moi. C'est-à-dire, c'est mon petit frère, me suit directement. Il s'est marié après toi, Oui, et il a eu un enfant avant toi. Moi. Voilà. Et là, il y a une amie qui me dit, tu es là-bas jusqu'à ton frère t'a dépassé pour... qu'est-ce que tu attends? Ça t'a touché. Ça m'a touchée. Et il y avait un jour, on était allé dans notre pays d'origine. Ça, on s'est un peu blindé, un peu psychologiquement, mon mari et moi. Parce que quand on allait y retourner, ça allait fuser, quoi. Ça allait fuser les réflexions. Et il y a une de mes tantes qui me dit, oui, qu'est-ce que vous attendez? Je crois que vous allez venir à 3 ici. Ta cousine, là, qui est partie récemment, elle s'est mariée 1 an après, ils ont déjà 2 enfants. Qu'est-ce que vous attendez? Waouh. Au fait, on peut être préparé, mais il y a la manière de le dire aussi et les mots qu'on utilise d'une manière ou d'une autre a un impact. C'est ça. Ou, au fait, à un moment donné, même si on peut être fort psychologiquement, on est atteint. Moi, mon mari, en fait, c'est après qu'on a eu notre enfant qui m'a dit un peu ce qu'il entendait comme réflexion, parce qu'il n'a pas voulu que je sois impactée. Et lui, il vivait ça comment? Lui, il le vivait plus ou moins bien. Des fois, je sentais vraiment qu'il y avait de la tristesse. Quand, par exemple, on va dans des événements de famille, les baptêmes, les mariages. On est les seuls couples qui n'ont pas d'enfants. Alors vous êtes mariés. Et on est mariés bien avant. Les gens savent qu'on est mariés et on entend il y a des sous-entendus. Oui, il n'y a pas d'assiette cassée dans votre maison. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Voilà, c'est... Quand il y avait un... je sais que là, mon mari a été vraiment affecté. Il y avait un de ses cousins qui l'avait appelé Il venait d'avoir un enfant sur son cousin et il l'appelle, il lui dit je viens d'avoir mon enfant, on attend votre tour. Hein. Oh là là. Et le soir, là, je savais que ça a été dur. Bon, on s'entend que des fois, lorsque les gens le disent, c'est pas à partir des mauvaises intentions. Des fois, c'est pour taquiner. Sauf que lorsque tu vis une situation difficile, ça fait beaucoup plus mal. Ça rappelle la difficulté qu'on est en train de vivre. Ça rappelle les moments difficiles qu'on est en train de vivre. Et ça peut faire plus mal. Ou est-ce que toi, tu penses que parmi ces personnes, il y en avait vraiment qui le disaient avec un mauvais fond? Il y avait des personnes, par exemple, en fait, il y avait 2 catégories de personnes. Okay. Il y avait des personnes peut-être qui s'inquiétaient pour nous et qui venaient pour voir si ça allait, comment ils pouvaient nous aider. Mais il y avait d'autres personnes, on sentait quand même que c'était pour nous blesser, surtout moi en tant que femme, parce que comme je suis allée, j'ai étudié, souvent on me disait, vous les longs crayons là, au lieu de prendre votre temps d'étudier, il faut nous faire des enfants, voilà, des choses comme ça, parce qu'on se dit que vous êtes mariés, donc votre mariage n'est pas valable tant que vous n'avez pas d'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est en train de certifier que votre mariage, voilà, c'est un vrai mariage, quoi. Et je sentais au fait qu'il y avait un manque de respect, c'est-à-dire quand on n'avait pas d'enfant, on n'était pas considéré. Très bien. Donc, vous vous engagez dans la fécondation in vitro, de commun accord. Oui. Et comment vous vivez cette étape? Sérieusement, c'était très, très dur. Parce que déjà, on sort de là avec une très longue ordonnance de prescription. Qu'il faut payer. C'est pas supporté par la sécurité sociale. Et en plus, nous, on était allés dans un cabinet privé. Et donc, il fallait prendre des injections des heures très précises et après vérifier que ces injections que je prenais en plus, parce que c'est moi qui prenais les injections, marchaient. C'est-à-dire que, par exemple, je devais faire une stimulation, c'est-à-dire faire travailler mon organe reproducteur pour féconder assez d'ovocytes pour, désolé, ça va un peu technique, hein, d'ovocytes pour permettre après de faire la rencontre entre
la semence de mon mari et mes propres ovocytes. Donc, les hormones, là, il fallait quand je faisais les simulations, chaque soir, chaque 2 jours, je devais aller très, très tôt le matin au centre de fertilité, faire des prises de sang, faire des échographies pour voir si la stimulation que je suis en train de faire est en train de marcher, parce qu'il peut y avoir des échecs. Oui. Et la première fois que j'étais allée, le matin, à 6 heures, parce qu'en plus, c'était en hiver, donc il faisait tout le temps froid, il faisait tout le temps nuit. Et quand le jour que j'ai poussé la porte et j'ai vu le nombre de couples qu'on était, là, c'était... je sais pas comment vous dire, je sais pas, j'ai été un peu dévastée, quoi. Je me dis, finalement, on est nombreux à vivre ça. Parce que souvent, on se croit qu'on est tout seul. Mais en même temps, je me dis, c'est notre solution pour avoir les enfants. Donc, j'étais très déterminée. Et donc, chaque 2 jours, j'étais là, on faisait les prescriptions, on faisait les stimulations la veille. Je venais, je contrôlais. Le médecin me disait, OK, ça marche, mais en fait, à chaque fois, il fallait ajuster aussi les doses d'hormones que je prenais. Et quand c'est bon, quand la stimulation avait bien marché, j'avais un certain nombre d'ovocytes qui pouvaient faire bien la fécondation. Donc, la deuxième étape, c'était aller en laboratoire pour qu'on me fasse une ponction, c'est-à-dire qu'on récolte les ovocytes qui a été stimulé, puisque moi, le problème, c'est que comme j'avais une de mes trompes bouchées, on ne peut pas faire techniquement ce qu'on fait naturellement, les spermatozoïdes de l'homme qui vont rencontrer l'ovocyte et créer un embryon. Okay. Donc, comme moi, j'avais un handicap, donc on va créer cet environnement en laboratoire, en fait. Okay. Donc, il fallait aller ensemble. Donc, on a fait une ponction de mes ovocytes et pareil, on a recueilli les spermatozoïdes de mon mari. Et après, on a fait tout ça en machine et en laboratoire. Donc, il fallait attendre qu'il y ait une fécondation et après avoir un embryon. Donc, quand ça a marché, la fécondation, il fallait après faire un transfert de ces embryons au niveau de mon utérus. Donc, il fallait retourner encore. Il fallait aussi retourner encore en laboratoire pour qu'on me fasse le transfert. Maintenant, il faut attendre. Il faut attendre 15 jours pour savoir si ça a marché, il y a une implantation de l'embryon ou pas. Ce sont les 15 jours les plus longs parce que on est là, on se dit en même temps peut-être que je suis enceinte. En même temps, on se dit, je ne veux pas trop m'emballer. Peut-être, en fait, c'est tellement, on a un ascenseur émotionnel. En tout cas, pour les femmes qui traversent ça, c'est compliqué. C'est compliqué émotionnellement, physiquement, voilà. Et on est là, on espère. Et malheureusement, dans notre cas, 15 jours après, il fallait faire une prise de sang pour vérifier. Enfin, il y a une hormone qu'on appelle l'hormone HCG qui c'est l'hormone qui détermine que vous êtes enceinte ou pas. Donc, j'avais fait la prise de sang 15 jours après. Et non, ça n'a pas marché. Comment tu as réagi ce jour? Le jour-là, j'ai dit, c'est fini, quoi. J'ai dit, avec toutes les hormones que j'ai... Enfin, c'est-à-dire, c'est lourd. Je dis, non, c'est pas possible. Tellement qu'on était tellement confiants, on était tellement sûrs, on était là pendant au moins 3 mois. Pendant les semaines qui ont suivi après, j'étais l'ombre de moi-même, quoi. C'est-à-dire, il fallait pas me parler, fallait pas me chercher, quoi. Et ton mari, comment est-ce qu'il a réagi? Mon mari, il a été très abattu. C'est vrai qu'il me supportait, lui aussi, il croyait beaucoup à cette tentative. Mais ça a été un coup vraiment de massue pour nous, quoi. Et comment vous faites pour rebondir et remonter la pente? Sans vous mentir, pendant 3 semaines, j'étais là, je posais des questions à Dieu. Je disais, est-ce que avoir des enfants, est-ce que c'est réservé à une catégorie de femmes ou pas à d'autres? En fait, j'étais vraiment là, c'est là où je suis rentrée vraiment dans une introspection. Okay. Et j'ai même arrêté de travailler parce que je n'étais pas bien. J'ai dit à ma chef de service que ça n'a pas marché puisqu'elle était un peu au courant de... Oui. Voilà. Et je lui ai dit, et elle m'a dit, prends le temps qu'il te faut.
Et c'est là que je suis rentrée dans un processus d'introspection. Et c'est là que vraiment j'ai découvert une autre relation avec Dieu. Parle-nous de ça. Il y a... Comment Dieu a intervenu dans ton histoire? Franchement, j'ai suivi beaucoup de témoignages de femmes qui, après un moment d'infertilité, ont eu des enfants, mais ça ne me parlait pas. C'est-à-dire que je trouvais ça trop abstrait, trop lointain. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Et il faut que tu me dises vraiment qu'est-ce que cette situation veut, voilà. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Voilà. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à écouter des enseignements. J'ai par exemple des enseignements sur... le Seigneur m'a beaucoup aidée, hein, parce qu'à travers certains enseignements, par exemple, sur les hôtels de famille, parce que le Seigneur m'a donné des directions très précises de faire des enquêtes dans ma famille. Très bien. Tu as fait ces enquêtes? Oui. Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert que en fait, je ne suis pas la première à avoir vécu ça. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de mes tantes qui ont vécu ça et qui finalement, elles, n'ont pas eu d'enfants. Mais en fait, ça a été tout le temps tu dans la famille. C'était un tabou. C'était un tabou. J'ai posé des questions. J'ai vraiment posé des questions. Au fait, le Seigneur m'orientait vers les personnes que je devais vraiment questionner. Et j'ai découvert au fait que beaucoup aussi avaient des enfants, tombaient enceintes, mais ne gardaient pas leur grossesse jusqu'à la fin. Et c'est là que j'ai changé de manière de prier. Comment tu as commencé à prier? Déjà, il y a des versets, c'est-à-dire j'ai travaillé sur mon identité. Parce que j'avais suivi une formation sur l'identité, sur ce qui, au fait, l'héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et pour moi, la fécondité fait partie de cela. Et du coup, je me disais, il y avait un verset qui m'a beaucoup aussi touchée, c'était « Je suis une créature merveilleuse ». Et je me disais, si je suis une créature merveilleuse, pourquoi j'ai autant de maladies? Pourquoi j'ai dû passer par les fibromes? Pourquoi j'ai une insuffisance ovarienne précoce? Pourquoi j'ai des trompes bouchées? Je ne pense pas que tu m'as conçu de manière intentionnelle avec toutes ces maladies. Et donc, j'ai aussi appris sur la puissance du sang de Jésus. En fait, c'est tout un enseignement. Oui, donc justement, la puissance du sang. Je veux que tu reviennes dessus parce que des fois, les gens se disent je vais juste prier. Sauf que la prière sans la compréhension peut être vide. Donc, tu as compris certaines vérités spirituelles qui t'ont permis de prier différemment, comme toi-même tu l'as dit. Donc là, tu nous parles de la puissance du sang de Jésus. Quelle est la révélation que tu as eue par rapport à la puissance du sang de Jésus? J'ai compris, parce que j'avais suivi tout un enseignement, parce qu'à un moment donné, je faisais que ça. Je suivais vraiment des enseignements bien ciblés. J'ai compris au fait que toutes les maladies que j'ai, Jésus l'a déjà porté. Dans ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas normal au fait. Ce n'est pas du tout normal. Tu ne devais pas mener des combats qui avaient déjà été remportés. C'est ça. Et donc, je me suis juste appuyée sur tout ce qui a déjà... En fait, je me suis juste appuyée sur tout ce qui a été déjà remporté par Jésus pour aller réclamer ce qui est de mon droit, en fait. Et c'est là que j'ai commencé aussi à faire des déclarations, à faire des proclamations. Je mettais toute... mon mari, à un moment donné, je crois qu'il me prenait pour une folle, mais je savais ce que je faisais. Ok. Tu proclamais, donne-nous des exemples de proclamation. Parce que exemple, je vois une femme là qui est en train de nous écouter, qui se dit, ok, ça fait 5 ans que j'attends, ça fait 6 ans que j'attends. Je veux savoir pour m'inspirer. Voilà. Par exemple, je proclamais quand je me réveillais très tôt le matin, quand je suis seule, et je proclamais sur mon utérus, sur mes organes reproducteurs. Tu disais quoi? Je déclarais que mon ventre, c'est-à-dire mon ventre porte la vie. Amen. Je suis une porteuse de vie.
Et je visualisais du coup mon bébé. En fait, j'étais devant mon miroir et je faisais ça. Les gens me prenaient pour une folle, mais je prenais par exemple un coussin, je me mettais dans mon t-shirt et je me visualisais déjà enceinte. Comme avec une femme avec un gros ventre. Voilà. Là. Et je déclarais déjà sur l'arrivée de mon bébé. Je déclarais, je voyais déjà... Et ça, c'était après la fécondation. Pour moi, c'était... Avant la fécondation, tu ne le faisais pas. Je ne faisais pas. Parce que tu te disais que, OK, j'ai une option. Voilà, ça va marcher. Je dis, le médecin me dit, on peut faire une deuxième tentative. Je dis, mais avant de faire là, il faut que je travaille d'abord d'autres terrains, en fait. Voilà. Et là, j'étais vraiment rentrée dans un engagement vraiment spirituel. Et surtout quand j'ai eu aussi la conscience que, en fait, j'ai un terrain familial un peu qui était aussi qui pouvait aussi jouer. Donc j'ai coupé beaucoup de choses, quoi. C'était vraiment un engagement. Et aussi j'ai suivi un enseignement qui m'a beaucoup impacté. C'était un enseignement je sais pas si d'un pasteur qui parlait de Anne. Très bien. Il a dit, ça c'est une phrase que je garde jusqu'à présent. Il a dit, au début ça m'a un peu énervé, mais il avait raison. Il a dit, Anne a beaucoup pleuré, hein. Elle a beaucoup pleuré. Mais le jour qu'elle a compris que Dieu avait besoin de quelqu'un, parce qu'il manquait à l'époque des prophètes qui pouvaient parler de la part de Dieu, elle allait changer sa prière. Et quand j'ai entendu cet enseignement-là, moi, je fais des choses bêtes et méchamment. Je suis allée dans la chose et dit, Seigneur, je ne sais pas de qui tu as besoin sur cette terre. Mais si tu as besoin d'un architecte, si tu as besoin d'une enseignante qui vient de toi, Seigneur, moi, je veux porter cet enfant. Wow. C'est comme ça que je suis allée prier. Ok. Et cet enseignement m'a tellement, même quand j'en parle encore, ça m'a tellement pénétré. C'est là que j'ai compris que, au fait, nous ne sommes pas là juste pour, au fait, porter un enfant, c'est un don, c'est une grâce, mais nous sommes aussi des vases, au fait. C'est ça. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je veux être ce vase. Je ne sais pas qui tu cherches spécialement pour cette génération, mais je veux être cette femme qui va porter cet enfant. Donc, quand j'ai fait tout ça sur le plan spirituel, donc j'étais plus confiante. Ok. Est-ce que c'est ça que tu appelles l'alliance dans ton livre? Oui. Et après, j'ai dit au Seigneur, si tu me confies un enfant, tout comme Anne, en fait, moi, quand je lis la Bible, comme j'ai beaucoup d'imagination aussi, je me dis, si Anne a pu faire ça, donc je me mets un peu dans la position là, quoi. Je me dis, Seigneur, comme Anne, ben, je fais une alliance avec toi. Quand tu vas me confier des enfants, ben, je vais témoigner. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais parler. Je vais parler de la douleur que j'ai ressentie. Je vais parler de comment les femmes sont méprisées parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Je vais parler pour que les couples soient soutenus dans cette épreuve parce que finalement, il y en a beaucoup. Donc, pour moi, c'était bon. J'avais le OK de Dieu. Et mon mari me dit, je lui dis, est-ce qu'on va voir le médecin encore pour la deuxième tentative? Il me dit, bon, si tu veux. Ok, je suis allée toute seule. Et c'était... Tu es allée toute seule? Oui, je suis allée toute seule. Pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas accompagnée? Il n'y croyait plus. Il n'y croyait plus. Et je suis allée, c'était un 16 novembre. Il y a des dates qu'on n'oublie pas, quoi. Un 16 novembre, il faisait bien gris comme ça, là. Donc, je devais encore aller avant d'aller au travail. Et je vais voir mon médecin. Elle me dit, alors, madame, vous allez bien depuis la dernière fois? Comment vous allez? Je lui ai un peu expliqué. C'était le même médecin? C'était le même médecin. Elle vous l'a dit. Donc, elle voulait encore augmenter les doses. Je dis, non. Je dis, je ne veux plus prendre de doses d'hormones, là. Et elle m'a dit, bon, on va contrôler quand même si tout fonctionne bien. Donc, je fais, elle dit, installez-vous. Comme une visite chez un gynécologue, quoi. Elle me dit, je vois quelque chose. Dans ma tête, elle dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que c'est un autre symptôme? Est-ce que c'est quoi encore? Elle m'a dit, je crois qu'il y a un œuf. Dans ma tête, je ne décortique pas encore l'information.
et du coup, elle tourne l'écran du monitoring où elle voit l'écho. Elle me dit, je crois que vous êtes enceinte. Ouh. D'accord, ok. J'étais là. Est-ce que je suis en joie ou bien je reste calme? On se calme. On se calme. Elle me dit, je crois que vous êtes vraiment enceinte. Et en plus, j'étais enceinte, il y avait de 3 semaines. Je ne savais pas. Waouh. Donc elle dit que là, on voit maintenant l'embryon, le cœur. Mais elle dit, pour être sûre, vous allez me faire une prise de sang pour confirmer, mais je sais que vous êtes enceinte. Et le jour là, je sors, je fais la prise de sang. Et après, je devais encore aller au travail. Oh là là. Et je lui envoie. C'était une longue journée au travail. Oui, et je lui envoie, et elle reçoit les résultats. Elle me dit, Madame Aïvi, vous êtes enceinte. Wow. Je ne savais même pas comment sauter au travail. Je ne savais pas. J'appelle mon mari. Je lui dis l'information. Je crois que aussi son cerveau ne captait pas. Ne captait pas vraiment. L'information. Mais pour être sûr pour moi, mais parce qu'à l'époque, j'avais tellement de tests de grossesse. Pour toutes les femmes qui font les essais bébés, on a tout le temps des tests. Avec comment tu appelles ça, les dispositifs en plastique. Oui. Ou c'était des tests sanguins. Non, c'était on fait avec l'urine. Ok. Donc tu gardais tout ça? Oui, j'avais une armoire. Où tu gardais? Je gardais ça là-bas. Pourquoi? Mais parce que à chaque cycle, quand on essaie d'avoir des enfants, à chaque j'essayais, quand je faisais moi-même la prise de sang pour voir le petit plus ou bien enceinte, ça ne marchait pas. Donc il me restait un dernier test de grossesse et je l'ai sorti de mon tiroir et je l'ai fait. Et quand j'ai vu enceinte, en fait, j'arrivais pas à croire. J'ai pris une photo, je regardais la photo et je l'ai envoyée à mon mari que voilà, vraiment, on va vraiment avoir un enfant. En plus c'était un vendredi, on a passé tellement un bon week-end, on était en toute joie et ne soyez pas trop, mais j'étais tellement reconnaissante, mais en même temps, je savais que Dieu avait exaucé ma prière. Dieu avait agi. C'est-à-dire, tu avais tout essayé. Oui. Tu as essayé tous les moyens médicaux qui n'ont pas marché, mais tu as pris la peine de revenir en toi-même, de chercher le Seigneur et de conclure cette alliance. Oui, c'est ça. Et Dieu a répondu miraculeusement. Et depuis, en fait, j'ai eu une grossesse tellement apaisée. Wow. C'est quelque chose, hein. Je sais pas, en tout cas, je prends un petit moment parce que... J'imagine. Ouais, vous pouvez voir à travers l'écran à quel point elle est émotive et c'est tout à fait normal. Quand on est passé par ce genre de moment, on voit la vie différemment. On a un témoignage différent. Et je dis, l'histoire de Nadine aujourd'hui, c'est une histoire qui doit encore nous interpeller. On dit souvent, il faut avoir traversé une situation pour comprendre ce que l'autre est en train de dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont s'identifier à son histoire et qui vont aussi être inspirées par son histoire. Donc, Nadine, ensuite, l'arrivée du bébé. J'ai l'arrivée du bébé, tout le monde était tellement content, c'était le trophée quoi, c'est-à-dire quand on nous attendait, tout le monde attendait qu'on ait notre enfant, c'est une fille, j'étais tellement contente parce que je voulais avoir une fille aussi. Okay. Et c'était vraiment la joie, comme j'avais fait ma promesse au Seigneur, je l'ai consacrée. En fait, moi, tout ce que... Quand tu dis tu l'as consacré, c'est-à-dire que, comme Anne, oui. je l'ai remis au Seigneur. C'est-à-dire, merci Seigneur pour cet enfant que tu nous as confié. Mais je te le remets, on a fait une alliance. Je te le remets. Et maintenant, à mon tour de respecter ma part d'alliance, au fait. Et c'était en 2019. Donc, à l'époque, je me suis mariée à 26 ans. J'ai eu mon premier enfant à 33 ans. Wow. Donc, 7 ans après. Donc, le chemin a été long. Mais ça ne s'arrête pas là. Le chemin a Plus été... tard, la famille se dit, on aimerait bien avoir un deuxième. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on est en 2024, fin 2022. J'ai déjà écrit mon livre et je sensibilisais déjà... je parlais un peu de la thématique de l'infertilité
dans les couples, tout ça. Et quand même avoir un deuxième pour que ma fille ne soit pas toute seule. Donc, mais je ne voulais pas, de manière inconsciente, je ne voulais plus rentrer dans... Je sais comment c'est très très lourd. Je ne voulais plus rentrer dans le protocole de fécondation in vitro, tout ça. Mais je vais quand même voir mon médecin pour qu'elle me fasse les bilans sanguins, tout ça, les hormones, si ça va bien. Elle me vient, je la vois dire, vous allez bien, on parle, et je fais les examens, je reviens, elle me dit, votre taux est encore plus, c'est-à-dire le taux, c'est-à-dire ma réserve ovarienne est encore plus basse que la première fois. Et elle me dit que vraiment, pour la France, ça va être compliqué. Donc, je vous recommande d'aller en Espagne. C'est-à-dire, la France s'est déclarée incompétente. Parce que dans les centres de fertilité, ils ont des statistiques. OK. Et du coup, quand ils sentent que la prise en charge d'une patiente va être un peu plus compliquée pour ne pas biaiser leurs statistiques, souvent ils recommandent aux couples ou aux femmes d'aller à l'extérieur, et notamment en Espagne. Quand elle m'a parlé, comme je sais que c'est parole comme parole, c'est ça. Elle me dit, je dis non docteur, je n'irai, tout comme ça, hein. Je lui dis non docteur, je n'irai pas en Espagne. Tu avais déjà gagné en foi. Je n'irai pas en Espagne. Alors que la première fois, c'est là où moi-même, quand je suis sortie de cette consultation la deuxième fois, j'ai dit wow, j'ai vraiment mûri. Alors que la première fois, j'étais là, je pleurais, j'étais dans la salle d'attente, je pleurais. Mais la deuxième fois, je dis non docteur, je n'irai pas en Espagne. Et je suis passée à autre chose. Okay. Et la fin d'année après, je suis allée encore dans la prière. Et j'ai mis en place mes routines. C'est-à-dire, à part la prière aussi à l'époque, j'avais changé aussi mon alimentation. Je mangeais moins de sucre. En fait, j'ai dit, bon, si ça marchait la première fois, pourquoi ça ne marcherait pas la deuxième fois? Et là, on était en début décembre quand j'étais allée voir mon médecin. Et début janvier 2023, j'étais enceinte. Waouh! J'étais enceinte de ma deuxième qui a maintenant 1 an. Waouh! Félicitations. Oui. Donc aujourd'hui, tu as 2 filles. Oui, 2 filles. Une qui a 5 ans et une qui a 1 an. Qui sont bien portantes. Oui, c'est qui ça. font la joie de leurs parents. Oui. Super. Et tout cela t'a fait mûrir, comme tu as dit. Tu as écrit un livre de la stérilité à la maternité. Voilà, astuces pour soutenir et encourager les couples en attente d'enfants. Donc, parle-nous un peu de ce livre. Qu'est-ce qui t'amène à écrire ce livre? Ce livre, ça, comme je disais tout à l'heure, ça faisait partie de mon alliance. J'ai dit, le choc que j'ai eu quand je suis allée dans le centre de fertilité et j'ai vu autant de couples, et quand je faisais moi-même mes enquêtes, c'est-à-dire j'ai vu finalement qu'au fait... c'est quelque chose que beaucoup de femmes, beaucoup de couples vivent en réalité et que personne n'en parle, que les gens se taisent. Et aussi, c'est surtout aussi toutes les remarques que j'ai supportées durant cette épreuve, durant l'attente, qui blessent, qui isolent aussi les couples. Je me suis dit, bon, je vais écrire. Puisque pendant l'attente, je me suis découvert les talents d'écriture. Parce que l'écriture aussi m'a beaucoup aidée. J'avais un carnet où je notais mes pensées quand j'allais pas bien. Je notais toutes mes petites victoires. Quand j'allais par exemple prendre une prise de sang, c'est positif. Je notais tout au fait. Donc, quand je me suis dit, je vais écrire, je vais parler de ça. Et en 2019... ma fille avait 9 mois et juste après il y avait aussi le Covid. J'ai dit bon, c'est le moment de se lancer dans l'écriture et j'ai commencé par écrire. J'ai écrit ce livre et après quand je l'ai publié, je pense que moi-même j'en ai lu beaucoup de livres, mais en tant qu'une jeune femme d'origine africaine qui vient parler de ce sujet aussi tabou et aussi intime, il n'y en avait pas beaucoup. Oui. Et c'est là que beaucoup de femmes se sont reconnues. Quand j'ai écrit, elle dit « Ah oui, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai vécu ça. » Je disais « Mais tu as vécu ça, pourquoi tu n'as pas parlé depuis ?» Ça va éviter des gens comme moi à l'époque
qui se posaient des questions, au fait. C'est ça. Et je dis, bon, c'est là que j'ai commencé. Et les gens commençaient par, voilà, à me suivre. J'ai commencé par en parler. Et aujourd'hui, tu organises des événements aussi. Oui. Tu as un salon. Oui, j'organise le 2 novembre prochain le salon de la fertilité. Ce salon, j'ai eu à cœur d'organiser ce salon pendant ma 2e grossesse. J'ai eu ce projet qui a beaucoup mûri parce qu'à un moment donné, je me suis retirée des réseaux sociaux pour vraiment me consacrer à ma 2e grossesse. Et j'ai eu le temps, par exemple, d'avoir aussi des retours de femmes qui me posent tout le temps les mêmes questions. Beaucoup de femmes ne savent pas comment marche leur cycle. Beaucoup de femmes ne savent pas comment gérer l'attente. C'est-à-dire, elles sont mal, elles n'arrivent plus à supporter l'entourage. En fait, il y a des questions qui reviennent à chaque fois. Okay. Beaucoup aussi de femmes me posent la question, en tant que chrétienne, est-ce que c'est bon de faire la fécondation in vitro? Est-ce que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Ça aussi, et qu'est-ce que tu réponds à cette question-là particulièrement? Moi aussi, je me suis posé la question. J'en parle aussi dans le livre. Je me suis posé la question et je dis, ce n'est pas, en fait, consulter ou rentrer dans un protocole pour avoir des enfants. C'est pas que ce n'est pas de Dieu. Mais, ce que je dis souvent aux gens, c'est de prendre le temps, parce qu'il y a des techniques qui, par exemple, qui ne sont pas en adéquation avec votre foi. Donc, il faut prendre le temps de poser les questions, de bien lire les protocoles. Par exemple, en France, tout ce qui est lié à la procréation médicalement assistée est entouré par la loi bioéthique. Par exemple, il y a des pratiques qu'on ne fait pas. Par exemple, dans certains pays, on peut faire un test de l'embryon pour savoir si l'embryon sera viable ou pas. Et après, on le détruit. Voilà. En France, c'est interdit. Mais dans d'autres pays, c'est autorisé. Donc, il faut, après, savoir jusqu'où on veut aller aussi. Ça, c'est une question importante aussi que je pose aux couples. Jusqu'où vous êtes allé, vous êtes prêt à aller pour avoir votre enfant. Donc, moi, je ne suis pas contre la procréation médicalement assistée, mais je dis, il faut se mettre des barrières. Il faut se dire, je suis prête à aller à tel niveau, mais au-delà. D'ailleurs, même, quand vous allez dans un centre de fertilité, les médecins vous posent des questions, ils vous font signer des protocoles et ils vous demandent des consentements, par exemple, sur certaines techniques. Donc, prenez vraiment le temps de les lire, de les décortiquer avant de vous lancer dans ça. Donc, vu toutes les questions, je dis, bon, je vais organiser un événement pour répondre à ces questions, mais je ne serai pas toute seule. Okay. C'était cette spécificité de l'événement et que j'ai invité d'autres personnes qui aussi sont passées par là, c'est-à-dire ont été tous à un moment donné infertiles et qui sont devenus aussi parents et qui à leur tour aussi aident d'autres couples en désir d'enfants. On aura par exemple un monsieur qui est passé par là. C'est très rare que les messieurs parlent. Les messieurs parlent. Voilà. Pourtant, les hommes aussi sont concernés. Sont concernés. C'est une histoire de couple. Oui. Et beaucoup, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui montrent aussi que l'infertilité masculine augmente de plus en plus à cause de notre mode de vie, de comment nous mangeons, la pollution, les perturbateurs. En fait, il y a tout un ensemble de facteurs qui jouent par rapport à cela. Donc, il y aura un monsieur qui viendra, qui va partager son expérience, comment lui, en tant que conjoint, il a vécu cette épreuve avec son épouse. Il vient de la République démocratique du Congo. Wow. Il a lu mon livre, on s'est reconnu dans la cause, en fait. Il y aura aussi une servante de Dieu qui accompagne aussi dans son ministère des femmes en désir d'enfants. Donc, elle va parler de l'aspect spirituel de la stérilité. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Est-ce que souvent beaucoup de femmes se disent Dieu m'a oublié, Dieu, voilà. Comment elle prend en charge ces femmes? Il y aura aussi un médecin aussi qui aussi accompagne les couples dans un centre de fertilité. Donc, il y aura un panel assez diversifié et il y aura surtout aussi, une dame aussi que j'ai invitée qui accompagne les femmes qui sont déjà enceintes. Okay. Parce que ce n'est pas tout de tomber enceinte.
c'est d'aller jusqu'au bout de la grossesse. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de fausses couches. Et des fois, il y a aussi le manque de connaissances qui fait qu'il y a certaines choses qui sont assez récurrentes. Donc, il y aura un panel assez diversifié. Donc, le 2 novembre, c'est la journée mondiale de la fertilité. Donc, il y aura ce salon pour permettre aux couples d'avoir des informations fiables et de poser toutes les questions qui se posent et avoir des réponses à la question. Alors, Nadine, est-ce que tu as des plateformes où on peut te suivre? Des personnes qui veulent rester en contact avec toi, qui veulent être nourries au quotidien de tes leçons de sagesse sur la question. Est-ce que tu peux partager ces plateformes avec nous? Oui, je suis assez essentiellement sur Facebook, sur mon nom Nadine Aivi Nunyava. Donc là, je me suis vraiment positionnée clairement sur ce sujet. Et donc, je fais souvent des lives, et j'accompagne aussi des femmes en désir d'enfants. Je suis aussi sur Instagram. Et voilà, mes plateformes essentielles où je suis vraiment plus active. Super. Alors, pour finir, Nadine, c'est quoi ton conseil que tu donnerais à ces couples? Parce que ça ne concerne pas une personne. À ces couples qui ont le désir d'avoir un enfant et qui peinent à avoir cet enfant, qui ont peut-être essayé des choses ou alors qui ont peur d'essayer des choses. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Je leur dirais déjà, leur base, c'est leur couple. Parce que si, peu importe le projet que vous avez pour avoir cet enfant, si monsieur n'est pas engagé, ou bien madame aussi, ça peut être d'un d'eux, il faut que votre couple soit vraiment solide parce que ça secoue. Donc, votre base, c'est vraiment le couple. Et aussi, être accompagné, être entouré de bonnes personnes. C'est très important d'avoir des gens qui, autour de vous, sont là pour vous écouter et vous épauler. Et aussi, j'encourage les personnes, beaucoup de gens ne veulent pas les consulter. Il faut aller voir un médecin. Même si vous êtes chrétien, même si, peu importe votre croyance, pour prier, il faut avoir une base sur laquelle il faut prier. Donc, vous ne pouvez pas être dans l'abstrait et dire que vous priez. Donc, c'est important d'aller tous les deux faire vos examens, monsieur comme madame, et ensemble, vous saurez définir votre plan d'action. C'est parce que c'est un plan d'action pour réaliser ce projet. Et sachez aussi que vous n'êtes pas seul. Un couple sur 6 en France est confronté à l'infertilité. Un couple sur 8 dans le monde, selon le dernier chiffres de l'OMS, est confronté par l'infertilité. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Malheureusement, c'est quelque chose d'assez récurrent. Et je vous dis aussi que ceux qui ont eu des enfants, c'est-à-dire sont passés comme moi, ont des enfants, c'est-à-dire on expérimente un don de guérison assez extraordinaire. Donc, je veux vraiment donner de l'espoir aux femmes, aux couples qui vont me suivre, que c'est toujours possible. Mais c'est toujours possible, mais il faut savoir comment aller, c'est-à-dire savoir que, en fait, ce n'est pas réservé à une catégorie de femmes, comme je le disais au début, et à une catégorie, parce que la parole dit Dieu ne fait acception de personne. C'est ça. Donc, c'est avoir des enfants, ça fait partie de notre héritage. Très bien. Alors, nous avons reçu aujourd'hui Nadine, qui aujourd'hui vit son rêve d'être parent avec son époux. Nadine est auteure du livre de la stérilité à la maternité et organise le Salon de la fertilité le 2 novembre à Paris, c'est ça. En France. Oui. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, spécialement Facebook, sur le nom de Nadine Aivi. Voilà. Super. Merci beaucoup Nadine d'être venue aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut retrouver ton livre pour ceux qui voudront l'avoir? Mon livre est disponible sur Amazon. Il est distribué aussi au Cameroun et distribué aussi au Togo, parce que je suis d'origine togolaise, et aussi au Bénin. Super. Voilà. Merci beaucoup Nadine d'être venue. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Au revoir dans une autre émission de Héros par la foi. Que Dieu vous bénisse.